l'Université Laval, le syndicat des professeurs de l'Université Laval, l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures sont fiers de vous présenter les meilleurs moments d'une conférence enregistrée à l'Université Laval le 10 décembre 1998. Femmes et société, la reproduction assistée, les enjeux actuels et futurs. 3 invités vous proposent leurs réflexions. Dr Jacques Rioux, médecin à la faculté de médecine de l'Université Laval. François Potier, biologiste de la reproduction au département des sciences animales de l'Université Laval. Et Chantal Doré, titulaire d'un doctorat en sociologie. Bonjour tout le monde. C'est pour moi un honneur, bien sûr, que d'être ici. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. La raison est probablement que je suis probablement le plus vieux reproducteur qui existe. En effet, ça fait 30 ans que je travaille sur la reproduction humaine. Quand j'ai fini ma résidence, je suis allé ensuite à Paris et j'ai eu la chance pendant 1 an d'être avec le maître de la reproduction, M. Palmer, et depuis, je me suis intéressé à la reproduction. À la fin des années 60, les gens ne consultaient pas pour infertilité. Vous aviez une femme normale, mariée avec un monsieur normal, ils n'étaient pas malades, et ces gens-là disaient, si le bon Dieu veut qu'on ait des enfants, on en aura. Et bien sûr, on ne consultait pas un médecin alors qu'on était si bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a démontré que les médecins pouvaient aider en reproduction. Je vous fais un petit rappel rapide, là. C'est que pour avoir un bébé, il faut avoir un tractus génital normal et chez la femme et chez l'homme. Il faut que la femme produise des ovules. Il faut que les trompes soient ouvertes, soient non obstruées. Et il faut que le spermatozoïde rencontre l'ovule, le fertilise et que l'ovule s'implante dans l'utérus et s'y développe. C'est quand même beaucoup de choses. Alors nous, c'est quand même assez facile lorsqu'on a un couple hétérosexuel qui a des relations non protégées et qui nous consulte pour infertilité. Quand un couple ne veut pas d'enfants, on a des pilules anovulantes. Alors, ils n'ont pas d'enfants. Quand ils désirent des enfants et que la femme n'ovule pas, on a des pilules qui font ovuler. Alors, tout de suite, là, on voit qu'on peut aider des femmes. Une femme dont les trompes sont bouchées, on peut opérer et on peut déboucher la trompe par chirurgie. Donc, on l'aide. Quand c'est l'homme qui est infertile, on peut faire de l'insémination artificielle. À la fin des années 60, la première femme à qui j'ai offert l'insémination artificielle, elle m'a dit « Je ne suis pas une vache ». Alors, vous voyez comment on était loin. L'insémination artificielle, ça se faisait chez les animaux d'une façon très développée, alors que chez l'humain, on commençait à peine. Alors, il a fallu faire cette espèce d'éducation. Alors, quand j'ai accepté de venir ici, c'est pour justement faire cette chaire publique, cette discussion. Parce que dans le fond, c'est quoi le fond de la discussion? C'est est-ce que avoir un enfant, c'est un droit ou est-ce que c'est un privilège? Je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite, parce que je veux que vous écoutiez jusqu'à la fin. Mais si avoir un enfant, c'est un droit, bien là, il y a des choses très importantes à régler, tant du côté des médecins que du côté de l'État. Je vous donne 2 exemples. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un couple hétérosexuel dont monsieur et madame sont strictement normaux, s'ils ne sont pas capables d'avoir une grossesse, ça, c'est anormal. Par contre, 2 femmes qui s'aiment, qui vivent ensemble, qui font un beau couple, qui n'ont pas d'enfants, ça, c'est normal. Voyez-vous, là, une femme tout à fait normale qui vit avec une femme tout à fait normale, qui n'aient pas d'enfants,
c'est normal. Alors là, le médecin n'a rien à voir. On n'a pas d'affaire au normal. Alors, peut-être que l'État devrait créer une banque de sperme non cléricale, si vous voulez, où les gens auraient accès sans avoir à faire intervenir un médecin. Un autre problème. Prenez un couple, par exemple, qui serait sidatique, là, malade. Pas le sidatique, pas le HIV positif, là. HIV malade. Ils viennent nous consulter et, bon, peut-être que madame, parce qu'elle prend la triple thérapie, n'ovule pas. Et on me demande à moi d'intervenir. Bien, je regrette. Moi, mon rôle, c'est de leur expliquer. Tout couple, qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre à coucher? Ça, c'est pas mon problème. Alors, si ce couple de sidatique peut partir une grossesse, moi, c'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir avec ça. Par contre, s'ils viennent me demander de leur aider, là, je leur explique. Je leur explique que, d'une part, il y a un danger que leur enfant soit orphelin jeune. Je leur explique qu'il y a 50% des chances que cet enfant-là soit sidatique. Et j'essaie de leur faire comprendre que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais là, vous voyez le problème. J'ai à décider si moi, je peux, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique, c'est correct d'aider ce couple-là? C'est un gros problème qui peut être différent selon l'attitude que l'on prend en vue de la première hypothèse, à savoir est-ce que c'est un droit, est-ce que c'est un privilège. Bon, alors ceci étant dit, sachez qu'on peut faire beaucoup pour le couple infertile. Et avec les années, tout ça s'est amélioré. Amélioré à un point que, grâce à la fertilisation in vitro, on fait de moins en moins de chirurgie pour obstruction tubaire, on fait de moins en moins d'insémination par donneur parce que maintenant, grâce aux nouvelles techniques, un spermatozoïde suffit. Et je m'explique. Vous savez que la fertilisation in vitro, tout ce qu'elle fait, c'est remplacer la trompe. Hein? Une trompe, les trompes ne font pas leur travail. Alors, on va chercher un œuf dans l'ovaire de madame, on le met dans une petite boîte de pétri, on prend les spermatozoïdes de monsieur, on les met dans la petite boîte, on attend la fertilisation. Quand l'œuf se divise, se développe, lorsqu'il est au stade de blastocyste, on le replace dans la cavité utérine et, quand tout va bien, on a un bébé. Quand l'homme est, à toute fin pratique, infertile, un monsieur, par exemple, qui n'éjaculerait même pas, on peut, avec une aiguille, faire une ponction testiculaire, aller chercher un ou deux spermatozoïdes, alors que normalement, ça nous en prend 20 millions, et on peut injecter le dit spermatozoïde directement dans l'ovule de la femme. Ce faisant, éliminant un tas d'insémination artificielle, et on voit que le taux d'insémination baisse, on voit que le taux de chirurgie tubaire baisse, justement parce que la fertilisation in vitro a des succès de plus en plus efficaces. Par exemple, les derniers chiffres des bonnes cliniques, je peux vous dire que chez un couple en bas de 40 ans, puis je vais rajouter un mot après, là, on dit que la fertilisation in vitro ordinaire, classique, celle qu'on a commencée il y a plus de 10 ans maintenant, en 78, les taux sont à peu près de 30 %. Pour vous donner une idée, sachez qu'un couple normal qui a des relations sexuelles dans le bon temps, c'est 17 % à chaque fois que c'est fait dans de bon temps. Alors qu'à l'in vitro, on est rendu à 30 %. Donc, on bat la mère nature de ce temps-là.
avec ICSI, qui est le Intracytoplasmic Spermatozoid Injection, ICSI, on a 40 %. Alors, imaginez-vous que là, on prend un sperme chez un monsieur qui, à toute fin pratique, est stérile et on peut fertiliser l'ovule de madame et avoir des résultats jusqu'à 40 %. Par contre, dès que la femme dépasse 40 ans, ces taux descendent à moins de 10 %. Alors là, ça nous dit une chose. Ça nous dit aussi qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la reproduction et le temps idéal, le maximum de fertilité chez une femme, c'est à l'âge de 25 ans. Et après ça, ça diminue très, 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 très lentement, mais ça diminue. Et après 40 ans, c'est diminué de beaucoup. C'est pour ça que quand vous avez lu en Italie, par exemple, on a fait accoucher une femme de 62 ans, c'est pas du tout selon les règles de la mère nature. Hein? Je pense là qu'il y a des choses à penser à ce sujet-là. Bon, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que les sextuplés qui sont venus en Iowa et qui viennent de fêter 1 an, et qui sont, by the way, très bien, c'était pas de la fertilisation in vitro. Et c'est important que vous sachiez ça. Parce que quand on fait de la fertilisation in vitro, on décide du nombre d'embryons que l'on replace dans la cavité utérine. Alors que cette femme-là n'avait reçu que des comprimés qui stimulaient ses ovaires à ovuler. Et comme monsieur, son mari, avait un spermogramme dans la normale, les 7 ovules qui ont été émis par ses ovaires ont été fertilisés et madame a accouché de sextuplets. Bon, ce n'est pas à recommander. Alors, si donc on continue, on a commencé par de l'insémination artificielle, de la chirurgie tubaire, de l'in vitro, de l'ICSI, et là, chers amis, à cause de la chère petite brebis Dolly, bien là, on pense très sérieusement que le clonage est peut-être une étape plus avancée, plus difficile. Bon, plus difficile, oui. Mais moi, je vais vous rendre ça tellement simple, là, que vous allez voir, puis mon ami Potier va me détruire. Mais ça ne fait rien. Le clonage, là, c'est vraiment, quand on aura la technique à point, ce que le docteur Helmut en Écosse a fait, c'est qu'il a pris des cellules d'un être adulte, donc une brebis adulte. Alors, c'est ça la définition. Je vais ouvrir une parenthèse là. Quand on prend un blastocyste, quand on prend un embryon de 2-4 cellules, qu'on le divise en 2 et qu'on fait des jumeaux, c'est pas du clonage tel qu'on l'entend. C'est du clonage selon peut-être le dictionnaire, mais c'est du clonage facile. C'est qu'on prend des cellules totipotentielles et on leur demande, au lieu de faire un être, d'en faire 2. Ça, c'est facile. Ça se fait couramment. On peut aussi chercher une de ces cellules-là, par exemple, pour faire un dépistage pré-implantation. Alors, vous voyez que ça, c'est bien contrôlé. Par contre, lorsqu'on veut reproduire un être adulte à l'aide d'une cellule non sexuelle, là, on tombe dans le clonage. Et ce que les Écossais ont fait, c'était justement de prendre une cellule, bon, disons, mammaire, et là, ils ont mis cette cellule-là en culture. Mais au lieu de lui donner des aliments et des entretenir et de les garder en vie, ils les ont fait jeûner au point que les cellules étaient presque à la mort cellulaire. Et là, ils ont pris ces cellules-là, cellules mourantes, et on les a introduites dans un ovule, duquel on avait retiré le noyau.
On a toujours pensé que les éléments nobles d'une cellule, c'était dans le noyau. Alors, quand on enlève le noyau, bien sûr, il ne reste pas grand-chose. Mais là, on s'est aperçu que l'ovule, cette espèce de petite gélatine là, qui reste après qu'on a enlevé le noyau, est quand même quelque chose de très important. Parce que ça contient des mitochondries, ça contient d'autres choses, qui fait que cet amas de gélatine a pu reprogrammer les cellules et faire un autre être identique. Bon, alors on me fait des signes, on achève, et ça pour vous dire que si donc un jour, comme société, on accepte que le clonage est l'outil ultime de la reproduction, que ce soit cela. Par contre, je m'oppose à ce qu'un groupe d'avocats fasse une loi et dise « on ne fait pas de clonage ». Parce que d'abord, il faudra le définir, il faudra faire des balises, il faudra savoir quand ça peut être utilisé et par qui. Alors, je termine en vous disant, par exemple, qu'aux États-Unis, notre grand ami Bill Clinton, tout de suite après la naissance de Dolly, a dit, on fait un moratoire, on fait plus, défendu le clonage, aucun argent fédéral ne peut être à des laboratoires qui font du clonage. Oui, mais ça, c'est s'énerver pour rien. Il aurait été mieux d'attendre. Il y a même des États, et écoutez les États, 4 États aux États-Unis ont fait une loi anti-clonage, la Californie, la Floride, imaginez-vous, l'État de New York et l'Alabama. Alors, vous voyez comment ces États-là ont bien conçu, ont eu des débats de société, et je vous souhaite d'en débattre et d'arriver à une conclusion personnelle, laquelle vous transmettrez aux gens que vous élisez, lesquels pourront décider qu'en effet, c'est une chose que la société québécoise permet ou réprouve. Je vous remercie de votre bonne attention. Comme on vient de le mentionner, je suis professeur dans un département de sciences animales en agronomie. Et là, vous allez dire, qu'est-ce qu'un gars comme ça vient faire cet après-midi dans un discours où on parle des femmes et on parle de fécondation in vitro? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que c'est important de mettre en parallèle la science qu'on fait par rapport à ce qui se fait à l'hôpital. Tout d'abord, le premier point, c'est que le matériel avec lequel je travaille pour faire des modifications génétiques, c'est l'embryon. Deuxièmement, je veux essayer de vous montrer qu'est-ce qui se fait présentement, qu'est-ce qui est une part de science-fiction, qu'est-ce qui est du réel pour qu'on mette bien les choses en place. Donc, je suis là pour vous déranger. J'ai apporté des diapositives, je vais vous montrer des photos de souris, des photos de poissons, des photos de porcs, et je vais vous dire, voyez, qu'est-ce qu'on fait chez l'animal et est-ce qu'on doit aller avec ces techniques-là jusqu'à l'humain? Troisième raison pour laquelle je viens vous parler, c'est parce que le chercheur est souvent coincé entre les rêves des uns puis les cauchemars des autres. Il y a des gens qui nous disent, des médecins entre autres, qui nous disent « Bien écoute, qu'est-ce que tu attends pour nous offrir le monde de demain? Qu'est-ce que tu attends pour modifier tes techniques pour qu'elles soient encore plus rentables et qu'elles puissent fonctionner encore mieux? » Et en même temps, on a des gens qui nous disent, après qu'on ait réussi un bon coup, qui nous disent « Bien, qu'est-ce que tu viens de faire là? Te rends-tu compte de la portée de ce que tu viens de découvrir? Te rends-tu compte des modifications que ça peut avoir sur la société, sur les images, sur la culture? Donc, pour toutes ces raisons-là, le chercheur est de plus en plus amené à se positionner à l'intérieur d'un tel débat. Je suis tout à fait conscient qu'il y a eu des percées intéressantes au niveau de la fécondation in vitro chez l'humain. Mais encore une fois, je pense qu'il est super important de tracer une ligne entre ce qu'on fait chez l'animal et jusqu'où on peut aller et on veut aller chez l'humain. Je vais vous décrire comment ça fonctionne le clonage, quelles sont les embûches techniques, quelles sont les limites, et vous allez comprendre, tout ça va tomber en place à la fin de la présentation. Donc, ce qu'on a au milieu de cette image, c'est un embryon, et ce que fait le chercheur, des chercheurs comme moi, c'est qu'on tricote aussi. On a des petites aiguilles, c'est microscopique,
Et ce qu'on va faire à l'intérieur de l'embryon, c'est de modifier donc le bagage génétique en introduisant un gène qui n'appartient pas à cet embryon-là. Donc, on retricote la nature, nous aussi, soit pour comprendre comment la nature fonctionne ou pour essayer de réparer ce que la nature a mal fait. Parce que la nature, elle est loin d'être parfaite. Donc, c'est ce qu'on va appeler un animal transgénique. On va introduire un gène dans l'un des deux noyaux de l'embryon. On va lui déposer un gène nouveau qui va donner une nouvelle caractéristique à l'animal qui va porter ce gène. Je vous en donne des exemples. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette technique-là? Bien, par exemple, on a fait des souris géantes. On a introduit le gène de l'hormone de croissance et vous avez à droite ici une souris qui est presque aussi grosse qu'un petit rat parce que cette souris-là synthétise de l'hormone de croissance de façon continue dans son système. Vous avez une souris du même âge à gauche qui est beaucoup plus petite. Vous avez une souris encore ici qui est plus grosse à gauche, mais ce n'est pas parce qu'elle a grossi plus vite. Cette souris-là, elle est dépressive, maniaco-dépressive. On a modifié un gène, un seul gène dans son cerveau, et cette souris-là, donc, sécrète les mêmes hormones, a les mêmes dérèglements que ceux que l'on retrouve chez l'humain. Donc, vous vous rendez compte, on est capable de modifier les comportements, parce que cette souris-là, elle apprend moins bien. Quand on lui fait passer des tests d'apprentissage, ça fonctionne moins bien qu'une souris contrôle. Donc, on a modifié le comportement de cet animal-là en allant briser un gène qui s'exprime normalement dans le cerveau. Pour vous illustrer, donc, qu'on peut aussi intervenir au niveau du cerveau pour modifier les comportements. On a été capable aussi de guérir des maladies génétiques en intervenant sur l'embryon. Vous avez des souris qui, de temps en temps, développent des mutations spontanées. Et dans ce cas-ci, c'est une mutation qui amène la disparition complète de myéline autour des neurones. Donc, on les voit mal, mais en haut, vous avez les neurones de la souris mutante. Vous voyez, il n'y a pas de contour noir. Ça signifie que la souris n'a pas de myéline. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la souris va naître. Au bout de 10 jours, elle commence à trembler. Au bout de 20 jours, la souris paralyse et elle meurt. La souris normale a de la myéline, comme on le voit ici au milieu, et ce que les chercheurs ont fait, ils ont pris les embryons des souris mutantes, ils ont réintroduit le gène qui code pour la myéline, et ça a redonné à la souris de la myéline. Et la souris a donc n'a plus de problème, ne paralyse plus, et ce caractère-là, il va être transmis aux générations futures, parce que la souris est transgénique et qu'on a introduit ce gène-là dans la souris très tôt. On ne le voit pas bien ici, mais dans ce cas-ci, on a été capable de faire, vous avez une souris contrôle à gauche, on lui voit les muscles, si vous voulez, des pattes antérieures, et à droite, on a la souris qui est transgénique et qui développe 2 fois plus de muscles. Donc, dans ce cas-ci, on a été capable de faire croître la quantité de muscles de façon démesurée. Ces animaux-là sont capables de se reproduire, sont capables donc de vivre normalement, mais ils sont 2 fois plus musclés que n'importe quelle autre souris. Donc, ce sont des exemples d'interventions qui sont relativement faciles chez la souris. Est-ce qu'on s'en est tenu là? Bien non, on est allé, quand on a pu le faire, du côté des animaux de ferme. Et vous avez ici des côtelettes de porc. À gauche, vous avez la côtelette de porc normale avec du gras dans le muscle. Et à droite, vous avez la côtelette de porc qui provient d'un porc transgénique qui synthétise de l'hormone de croissance. La viande est beaucoup moins grasse, l'animal va croître plus rapidement et il va donc métaboliser beaucoup mieux ce qu'il va donc ingérer comme nourriture. Alors, vous voyez, c'est l'étape au niveau des productions agricoles. On est passé de la souris à l'animal de ferme. C'est beaucoup plus complexe chez le porc. Il faut opérer, un petit peu comme on le fait chez l'humain, dans des conditions stériles. Il faut aller chercher les embryons. C'est quand même une chirurgie qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie, pour aller chercher ces embryons-là dans la femelle et être capable de les manipuler. Or, on est capable maintenant, et vous allez retenir ceci pour la fin de l'exposé, on est capable maintenant de se rendre à l'abattoir, d'aller chercher les ovaires des femelles qui sont abattues à l'abattoir. On revient avec un thermos rempli d'ovaires. Un ovaire, c'est environ gros comme ça. Donc, dans ce thermos-là, on va aller chercher dans chacun des ovaires
les ovules et on va les faire mûrir dans le laboratoire à l'intérieur d'un incubateur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en ajoutant des spermatozoïdes, on va se retrouver avec 200 ou 300 embryons produits in vitro. Et là, on vient de s'affranchir de toute la problématique d'utiliser l'animal vivant, les chirurgies, etc., etc. On a donc une source de matériel sur lequel on peut travailler in vitro et micro-injecter, produire des animaux transgéniques. Ils sont bien sûr de moins bonne qualité, le système n'est pas parfait, mais sur les 200 ou 300, il y en a quand même beaucoup qui sont utilisables et encore une fois, c'est beaucoup moins coûteux que d'utiliser un animal sur 4 pattes. Juste un autre exemple, chez le poisson, vous avez un saumon ici transgénique à côté d'un saumon qui ne l'est pas. Ils ont le même âge. Okay? Donc, vous voyez comment on est capable de faire grossir cet animal-là, de l'amener à un poids pour atteindre le marché par des manipulations génétiques. Donc, le poisson aussi, ce poisson-là porte un gène de la vache. On a mis l'hormone de croissance de la vache et c'est ce que ça a donné. Chez la vache, on a modifié du lait. Vous avez présentement des vaches qui synthétisent dans leur lait une protéine humaine. On a humanisé le lait, non pas en modifiant ce que dans le carton de lait, mais en modifiant la vache au départ. Donc, on a des vaches qui synthétisent de la lactoferrine. C'est une protéine humaine que la femme produit dans son lait. La vache n'en fait pas. On a introduit le gène dans la vache et maintenant, on a des vaches qui synthétisent dans leur lait un lait qui est un petit peu plus humain, si vous voulez, que le lait qu'on trouve normalement à l'intérieur de la vache. Cette protéine-là, elle est importante, entre autres, pour prévenir des infections au niveau du nourrisson humain. Le clonage, Dr. Rioux a introduit la question tantôt. Bien, le clonage, ça se fait depuis longtemps à partir d'embryons, mais on est capable maintenant de prendre une cellule adulte, de la fusionner avec un courant électrique. On fait passer tout simplement un petit courant et là, on fusionne les deux cellules ensemble, comme on le voit ici, et le bagage génétique de cette cellule-là va être transféré à l'intérieur de l'ovule. Donc, c'est la façon de procéder pour faire du clonage. Et j'arrive à la dernière partie de mon exposé qui se veut un petit peu plus éthique, si vous voulez, un petit peu plus morale. Et la question qu'il faut se poser, c'est encore une fois, on est parti de la souris, on a des chèvres, on a des moutons transgéniques. Est-ce que la prochaine étape, et pour le clonage, et pour la transgénèse, est-ce que c'est pas d'aller chez l'humain? Il y a des embûches techniques. Alors ça, c'est un embryon humain. En fait, c'est un des premiers bébés éprouvettes qui a été produit à Québec par le docteur Rioux. Je pense que c'est une fille. Et vous voyez que cet embryon-là ressemble tout à fait à un embryon de souris. C'est facile d'aller micro-injecter à l'intérieur de l'embryon. En principe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a des embûches techniques. Premièrement, le nombre. La technique, elle ne fonctionne pas très bien. Ça nous prend beaucoup d'embryons. Et pour qu'on ait un animal transgénique, généralement, il faut injecter une centaine d'embryons de souris pour en avoir 4 ou 5. Chez le porc, chez le bovin, il faut en faire 500 pour en avoir 1 ou 2. Donc, la technique ne fonctionne pas très bien et chez l'humain, il n'y a pas de raison que ça fonctionne mieux. Donc, ça, c'est un premier problème. Par contre, si on fait l'analogie avec ce qu'on a vu tantôt par rapport à l'utilisation des tissus qui proviennent de l'abattoir, on peut très bien imaginer qu'on pourrait utiliser des ovaires qui proviennent de cadavres humains et qu'on pourrait mettre en culture ces ovules-là pour faire de la fécondation in vitro et obtenir un stock d'embryons qui ne serait pas négligeable. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on peut imaginer, OK, on ne le fait pas, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que, vous savez, quand une mère porte une fille, sa fille va développer des ovaires relativement tôt, entre 3 et 4 mois chez le fœtus. Alors, dans un fœtus avorté, on pourrait, à la limite, aller chercher les ovules qui sont déjà là, les faire mûrir, les faire féconder et retransférer cet embryon-là dans une femme. Donc, cet enfant-là naîtrait d'un parent qui n'a jamais existé puisque c'était le fœtus avorté qui a fourni l'ovule. Okay? Et encore là, on a un stock potentiel de matériel pour aller faire ce genre de manipulation, entre autres pour le clonage. C'est vrai que le clonage, ça ne fonctionne pas bien. Ça nous prend 255 ovules pour être capable d'avoir un clone. Mais tranquillement, ces barrières-là, elles vont tomber. Okay? Il ne faut pas compter sur la problématique de la technique et se dire « Ah, ben de toute façon, techniquement, ça ne fonctionne pas bien. »
Donc, il n'y a pas de danger. C'est pas vrai. Le clonage de Dolly, on aurait 1 an avant que ça se soit produit, on aurait dit on va être capable de cloner une cellule adulte, et là, tout le monde serait parti à rire. Alors, on l'a fait. Donc, on peut très bien imaginer que d'ici quelques années, on va être capable non pas de faire un clone, non pas à partir de 250 ovules, mais possiblement à partir de 5 ou 10 ovules. Alors, c'est là qu'il faut s'arrêter. Est-ce que les lois vont empêcher ce genre de manipulation-là? Non, comptez pas sur les lois non plus, parce que on peut aller ailleurs, on peut aller dans les pays où il n'y a pas de démocratie, puis on peut la faire, notre business, on peut la faire, notre science, sans que les lois nous empêchent de la faire. Vous pouvez regarder présentement sur le site Internet, Raël a un site où il offre le clonage chez l'humain, et il travaille présentement aux Bermudes. OK? Ça ne veut pas dire qu'il va en faire, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Techniquement, si vous me donnez 250 ovules humains et si j'ai un bon microscope et quelqu'un qui manipule facilement, chez l'humain, en théorie, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse développer des clones. Okay? Ça va fonctionner, techniquement parlant. L'autre problème qu'on a présentement aussi, et là, en tant que biologiste, je vais vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'on est capable, on a développé des outils chez l'embryon pour aller chercher les embryons qui sont porteurs de maladies comme la dystrophie musculaire. On connaît les gènes maintenant. Vous savez qu'il y a tout un projet sur le séquençage du génome humain. Or, on est en train de découvrir cet alphabet-là. On est en train de lire le code de l'humain. Et là, c'est à nous de savoir, est-ce qu'on veut écrire avec ce code-là des poèmes ou si on a envie d'écrire des romans d'horreur? Est-ce qu'on veut guérir ou si on veut manipuler? Est-ce qu'on serait capable, à la limite, de manipuler le comportement de l'humain, comme on l'a vu chez la souris tantôt, et de rendre l'humain un petit peu plus bête, un petit peu plus fort, et de les dessiner, un peu comme dans le meilleur des mondes, comme à notre volonté? Alors, ce sont des questions qui sont soulevées parce que nos outils, encore une fois, se raffinent. Et dans un avenir plus ou moins rapproché, on sera peut-être capable de le faire avec beaucoup plus d'efficacité. Écoutez, moi, j'ai les mêmes craintes. Bon, je suis d'accord pour dire qu'un enfant avec la dystrophie musculaire, si on peut empêcher, là, on ne parle pas d'avortement, on parle d'un embryon qu'on va aller tester avant même de le transférer dans la mère. Je pense que c'est correct. C'est pas drôle de vivre la dystrophie musculaire. Je ne pense pas que c'est une qualité de vie qui est souhaitable. Et si on est capable d'aller chercher une cellule dans l'embryon et de dire celui-là, il va développer la dystrophie musculaire, on le met de côté, je pense que c'est pensable. Et moi, je n'ai pas de misère à vivre avec ça. Par contre, là où ça dérive, c'est est-ce qu'on va le vouloir avec les yeux bleus? Est-ce qu'on veut d'un sexe féminin ou masculin? Et ça se fait couramment. On le fait dans mon laboratoire. On peut sexer des embryons très facilement. Est-ce que si cet embryon-là porte une maladie qui peut-être à 40 ans va se développer, dépendamment de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, etc., est-ce que je vais le garder ou si je le jette, cet embryon-là? Alors, c'est là qu'on commence à glisser vers des applications et il faut raffiner notre pensée. Un des dangers, ce que j'allais vous dire, c'est que je suis aussi déboussolé que vous. Il y a des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, il y a des questions où je me dis, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on devrait aller de ce côté-là ou non? Je ne suis que biologiste, je ne suis pas théologien, je ne suis pas philosophe, pas bioéthicien. Je suis biologiste et père de famille. Et déjà, notre vécu nous amène à penser d'une certaine façon. Vous auriez un autre biologiste que moi en avant de vous qui pourrait dire des choses bien différentes. Mais moi, ce que je considère, c'est qu'à partir du moment où il y a fécondation, on a un être humain en devenir. Okay? Et pour avoir fait de la fécondation in vitro, je peux vous dire que de m'être retrouvé seul dans mon laboratoire, assis au microscope, à observer cet embryon-là, eh bien, j'ai eu l'impression bien souvent d'être plus observé que d'être l'observateur. C'est un matériel précieux, c'est la première empreinte que tu vois là, c'est le premier sourire que tu vois dans ton microscope. Et pour ces raisons-là, je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux. Et avant que d'approcher une pipette d'un embryon humain, il faut y penser par 2 fois. La culture va être modifiée par ce qu'on fait. Vous savez, quand le train a été inventé, la culture a changé. L'invention du train a fait qu'on a développé, par exemple, un pays au complet. Les gens se sont mis à voyager. Il y a des villes qui ont poussé et il y a des mentalités qui se sont installées. Or, ce qu'on est en train de faire avec les embryons qu'on manipule comme ça, c'est aussi de changer une petite partie de la culture. On ne s'en aperçoit pas, c'est très subtil.
mais il ne faut pas banaliser, il faut qu'on continue à en parler. Parce que si on banalise, tout ça va rentrer comme dans le quotidien, et à ce moment-là, on va perdre de vue ce qui va se passer dans le futur. Et c'est pour ces raisons-là que moi, je pense, en tant que biologiste, qu'on doit s'asseoir, même si l'exercice est loin d'être facile, il faut s'asseoir avec des théologiens, avec des philosophes, des sociologues, avec des gens qui vont être en mesure de donner une idée de ce qu'on doit faire, qui vont donner une opinion. Ils vont aller au-dessus des convictions personnelles pour dire, voilà, ça c'est bon, oui, il y a des risques, oui, il y a des bénéfices, on met ça de côté, on y va ou on y va pas. Donc, à qui reviendra la décision? Sûrement pas juste aux scientifiques, sûrement pas juste à l'avocat, mais aussi à tous ces gens-là qui vont s'asseoir ensemble pour en parler. Parce qu'encore une fois, ni la loi, ni la technique ne va nous protéger contre les applications. C'est la morale, en bout de ligne, qui risque de nous sauver et de faire dire « on ne va pas vers cette application-là » ou « bien donc, on y va ». Et dans ce contexte-là, je pense que la femme a un rôle à jouer parce que la femme aura toujours un lien privilégié avec l'embryon. Merci. La procréation médicalement assistée est un objet d'étude tout de même assez récent. Ça date d'une vingtaine d'années. Et c'est un domaine qui a connu un développement excessivement rapide. On l'a vu avec les explications du Dr. Rioux et de M. Potier. Alors, il y a deux événements clés qui ont marqué dans l'imaginaire les possibilités de la procréation artificielle. C'est bien sûr la naissance de Louise Brown en 1978 et le clonage de Dolly 20 ans plus tard. Le clonage d'une brebis, donc. Ça marque d'une manière impressionnante les immenses possibilités de la procréation artificielle. Le but de mon exposé est double. D'abord, je vais faire ressortir certaines dimensions sociologiques, bien sûr, et d'autre part, je vais tenter de rappeler constamment le contexte biotechnologique dans lequel s'insère la reproduction artificielle. Ma présentation est structurée autour de 3 dimensions. D'abord, l'étendue du phénomène biotechnologique. Deuxièmement, les enjeux des techniques de pointe en biotechnologie pour la procréation humaine. Et troisièmement, la nature des rapports entre la science, le progrès et l'éthique. Alors, la première dimension, c'est l'étendue du phénomène biotechnologique. Il est banal de soulever l'importance grandissante que prend la technologie dans nos vies. On n'a qu'à penser à l'électronique, à l'informatique, aux transformations de l'industrie de l'information, des télécommunications et bien sûr au progrès des sciences biomédicales, grâce aux nouveaux matériaux et aux nouvelles techniques appliquées au vivant. Les bouleversements des représentations et des repères traditionnels, les plus enracinés associés à la maternité, à la paternité et à la filiation, le statut de moins en moins naturel et de plus en plus médicalisé et technicisé de la procréation, les attentes sociales envers la science, toutes ces nouvelles réalités et bien d'autres se développent dans une société où les désirs de consommation sont rapidement satisfaits, où le rapport au temps est changé, où les multiples possibilités biotechnologiques font basculer les certitudes. En même temps, nous avons l'impression que la pensée ne maîtrise pas ou ne maîtrise plus tous ces phénomènes. Le titre de la conférence porte sur la reproduction assistée, ses enjeux actuels et futurs, et ses effets sur les rapports sociaux de sexe. J'insiste sur l'étendue de la globalité du phénomène biotechnologique pour bien comprendre ses implications et ses conséquences. La reproduction assistée fait partie d'un cadre beaucoup plus large qui concerne les biotechnologies en général, c'est-à-dire les nouveaux procédés techniques de manipulation appliqués aux organismes vivants, qu'ils soient végétaux, animaux ou humains. Les technologies de procréation artificielle ont pris naissance dans un contexte médical occidental interventionniste. Et les avancées considérables des 2 dernières décennies dans la génétique et la périconceptologie, tout ce qui concerne la conception de l'embryon, fournissent des outils conceptuels et génétiques reliant les technologies génétiques et reproductives entre elles. Les cas spectaculaires font la une, les jumeaux naissant à des années de distance, des grossesses multiples,
achat de services de mère porteuse, embryons portés par la grand-mère, grossesse et accouchement de femmes pénopausées, etc. Mais pour connaître les tendances d'avenir dans le domaine de la reproduction, il faut porter une attention particulière au développement de la recherche en reproduction animale, en génie génétique et en immunologie de la reproduction. Ces recherches visent à mieux connaître et à contrôler l'embryogenèse et le système reproducteur, à mettre au point des applications comme le génie génétique, le clonage, la détermination du sexe et la création d'animaux transgéniques. Les tendances sont entre autres le diagnostic génétique préimplantatoire, qui permet de choisir parmi plusieurs embryons. La collection d'ovocytes immatures et leur mûrissement en milieu artificiel, l'évaluation de la qualité des gamètes, la santé reproductive masculine, la fécondation d'ovocytes, de fœtus avortés ou de cadavres, tel qu'on le disait tantôt, le clonage et l'ectogénèse, qui est l'utérus artificiel, qui semble de la science-fiction, mais avec les développements récents, on n'en est pas si certain. Ça m'amène à dire quelques mots sur la médecine et la santé, qui constituent une sorte de cadre culturel de la procréation médicalement assistée. Il y a une espèce d'utopie de la santé parfaite, d'un corps fantasmé de ses contraintes biologiques. La santé n'est plus vue comme un moyen d'atteindre un but plus vaste, mais un but en soi. Ici, on parle de valeurs collectives qui dépassent la médecine. Une réflexion éthique, je pense, reste à développer sur une culture de l'usage des soins de santé. On a beaucoup parlé de médicalisation dans les années 70-80. La médicalisation, c'est un processus social par lequel un comportement qu'on jugeait antérieurement non médical le devient. Donc, je pense au vieillissement, je pense au syndrome prémenstruel, ménopause, obésité, les troubles de concentration intellectuelle, etc. Et, bien sûr, maintenant, avec l'accès aux embryons et aux fœtus, ils deviennent également médicalisés. Une approche sociologique ou sociale ne dit pas que les phénomènes désignés comme des maladies n'existent pas et que l'intervention médicale a été nuisible, loin de là. Souvent, l'intervention a été utile et a soulagé des souffrances réelles. Ce que l'on veut faire valoir quand on parle de médicalisation, c'est que c'est un processus social. On parle de plus en plus de génétisation. C'est un discours qui présente le gène comme une cause première de pathologie. Je ne dis pas que ce qui ne veut pas dire que notre bagage génétique est sans importance, loin de là. Mais je dis que cette lecture de la réalité, la génétisation, est en train de devenir une lecture dominante qui éclipse les autres. On a l'impression que la fréquence des problèmes génétiques a augmenté alors que c'est plutôt la tendance à considérer les problèmes de santé comme des problèmes génétiques qui a augmenté. La deuxième dimension que je veux aborder, c'est l'enjeu des techniques de pointe en biotechnologie pour la procréation humaine. Il y a des enjeux proprement technoscientifiques, c'est-à-dire qui ont trait à la place et au rôle de la technologie dans un domaine comme la procréation. Il faut s'interroger sur les significations et les valeurs rattachées à la technique et à son utilisation, sur la conception instrumentale de la procréation et sur la redéfinition des modes et des finalités de la procréation. On parle ensuite d'enjeux symboliques qui sont de nature difficilement mesurables, mais qui sont néanmoins fondamentaux. Ils concernent l'émergence d'une nouvelle symbolique de l'engendrement et de la maternité avec la mère biologique, gestatrice ou sociale. Ces diverses fonctions témoignent d'un éclatement de la représentation et de l'exercice de la maternité vécu comme une expérience morcelée. En bref, on craint l'occultation de cette activité humaine, sociale, symbolique et culturelle. Il y a aussi également des enjeux normatifs qui concernent la reproduction des nouvelles normes de procréation suivant des normes telles que l'efficacité, la perfection, le contrôle et la performance. Je vais vous parler de la transformation du rôle des femmes en matière de procréation.
Tantôt, M. Potier disait au début de son intervention, c'est les femmes qui sont le plus touchées, ce qui est un fait, on a tendance à l'oublier, je pense, même si ça paraît évident. Et en même temps, c'est elles qui paient le prix aussi, mais avec le prix arrive aussi une extraordinaire expérience que représente la gestation et l'engendrement. Et c'est ça que je pense qu'on voudrait protéger, c'est cette extraordinaire expérience. Il y a un risque, à mon avis, de dévalorisation de la procréation naturelle et de tout ce qui est naturel par ailleurs, hein, parce que c'est pas assez maîtrisé, c'est pas contrôlé, c'est pas efficace et le rendement n'est pas suffisant. Et je pense que cette dévalorisation-là de la procréation naturelle va affecter le statut social des femmes. La substitution éventuellement complète de la nature par la technique pour des choix relatifs à la santé au départ deviendrait des choix de sélection humaine. J'ai aussi une hypothèse, partagée par d'autres bien sûr, sur le fait qu'on tend à modifier le processus féminin de la procréation, ses rythmes et ses caractéristiques, pour l'amener en quelque sorte à ressembler au modèle masculin. Et là, je pense à la gestation extracorporelle complète. Je reviendrai tantôt sur cette question-là. Il y a également ce qui peut transformer le rôle des femmes. Ce sont les droits opposés, ce qu'on voit de plus en plus, les droits opposés de la mère à ceux du fœtus. On constate une nette tendance, tant sur le plan social que juridique, à opposer les droits de la femme enceinte à ceux du fœtus qu'elle porte. Depuis que les possibilités d'accès à l'embryon et d'intervention sur lui et le fœtus se sont développées, les attitudes envers ce nouveau patient ont changé. Finalement, des pressions de plus en plus fortes s'exercent sur la femme enceinte afin qu'elle adopte des comportements et des habitudes de vie favorables à la mise au monde d'un enfant normal, faisant porter sur elle, le cas échéant, la responsabilité de la naissance d'un enfant déficient. L'analyse de la jurisprudence en Amérique du Nord le démontre clairement. Il y a des cas de césarienne forcée, d'hospitalisation et de traitement imposé. Ce morcellement du lien entre la femme enceinte et le fœtus ou l'enfant qu'elle porte est préoccupant. Il faut prendre note également d'un processus d'intériorisation par un bon nombre de femmes de la médicalisation et de la technicisation de la procréation. On peut se demander si la recherche d'un meilleur contrôle sur leur vie, notamment reproductive, est effectuée dans le but de répondre à d'autres exigences, dont celles reliées à leur rôle sur le marché du travail. Ça interroge donc le rapport que les femmes entretiennent à la procréation, directement influencé en cela par les conditions sociales, favorisant la maternité dans le discours, mais peu dans la pratique. Un autre point concerne les pratiques eugéniques par le truchement des femmes. Lorsque nous parlons de pratiques eugéniques dans le contexte de la reproduction artificielle, nous parlons de détermination du profil par le choix des gamètes ou par une intervention directe sur l'embryon et le fœtus. De nombreux observateurs prédisent que les tests génétiques prénatales seront un jour accessibles pour toutes les grossesses, devenant ainsi une pratique courante et structurant un autre rapport à l'enfant, car le diagnostic prénatal induit une idée de garantie, de sécurité. Et donc, l'attente d'un enfant parfait sera d'autant plus grande. L'idée de procréer avec sécurité et efficacité pourra devenir un choix et, à la limite, sait-on jamais, une obligation. C'est de cette manière qu'on peut parler de pratique eugénique. On peut présumer que l'eugénisme ne viendra pas d'un État dictateur, à la manière décrite dans Huxley, dans Le meilleur des mondes. Il revêt une autre forme. L'eugénisme va être présent dans les nouvelles normes sociales qui définissent les procédures de la conception. Ces normes sont une plus grande efficacité, un meilleur rendement, moins de place au hasard, plus de détermination. Éventuellement, l'accès à la technique du diagnostic préimplantatoire des embryons s'élargira. Et on peut se demander si ce ne sera pas éventuellement toutes les femmes qui auront cette technique à leur disposition. On parle d'un eugénisme doux, parce que ce n'est pas un eugénisme qui est imposé par un État, comme je disais tantôt, mais un eugénisme beaucoup plus insidieux en chacun de nous. Évidemment, on peut se demander qui ne veut pas d'un enfant en santé.
Mais s'il s'agit pour le moment d'un enfant en santé, les tendances montrent qu'on veut davantage qu'un enfant en santé. Les critères de qualification passant de l'enfant en santé à l'enfant parfait. Le clonage. Le clonage des plantes, ça va, même si ça pose une autre série de problèmes dans l'environnement, mais en tout cas, disons que moralement, on s'entend. Le clonage des animaux dérange toujours un peu plus parce qu'on s'identifie un peu plus aux animaux. Mais le clonage humain fait peur et fascine tout à la fois. On a des sentiments confus envers ce projet très ambitieux. Et on a raison, je pense, parce que c'est l'abolition de la différence et de l'altérité. Même si le clone et son original ne sont pas exactement les mêmes personnes, parce que l'environnement a toujours un effet et façonne l'être humain. Mais cet autre, c'est moi et c'est pas moi. C'est une confusion et une destruction des repères psychiques et sociaux traditionnels sur lesquels sont fondées nos sociétés. Il y a une banalisation de l'expérience d'altérité qu'est la procréation. Encore une fois, il faut s'interroger sur le rôle de la médecine, la définition du progrès, les attentes de la population avide de promesses médicales, bref, sur notre culture de la performance. Évidemment, ce n'est pas le fruit d'un complot médico-pharmaceutico, médical, etc., n'est-ce pas? C'est plus le résultat d'une évolution de la médecine et de notre culture, de nos attentes sociales envers la science. Et c'est ça qu'il faut questionner, je pense. À mon avis, le clonage ne correspond à aucun besoin humain réel, autre que le pouvoir ou le prestige. Il n'y a pas de but humain au clonage. Chaque individu est une fin en soi et il n'est pas réductible à un moyen. L'enjeu réel dans le domaine de la reproduction artificielle est justement la reproduction et non la procréation. En allant plus loin, je dirais que la reproduction prend son origine dans une logique de production, s'appuyant sur des valeurs comme l'efficacité, la performance et le rendement. La troisième dimension de la reproduction artificielle, et c'est sur cette dimension-là que je vais terminer, concerne la nature des relations entre science, progrès et éthique. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais il y a déjà quelques siècles. L'éthique constitue une des réponses que nous tentons d'apporter au développement technoscientifique. J'ai fait une recherche récemment sur la procréation artificielle au Québec et en interrogeant un certain nombre d'acteurs dans le domaine, je me suis aperçue qu'il y avait deux types d'éthique. Il y a une éthique pragmatique où domine le principe de la réalité incarné dans la demande individuelle. On nous demande ça, il y a des besoins, alors on y répond. Par ailleurs, il y a une autre éthique qui est beaucoup plus globale et qui s'orientait vers le fait de supposer les enjeux collectifs. Il y a, à mon point de vue, une absence de normes sociales, et cette absence de normes sociales conduit à une éthique personnelle qui traduit l'opinion de l'individu. Donc, si on se sent un peu plus à l'aise avec un certain type de technique, on le fait. Si on est moins à l'aise, on ne le fait pas. À mon avis, il y a un problème là. Je pense que l'éthique personnelle doit être fondée sur des normes sociales et des enjeux collectifs. L'éthique individuelle est une condition nécessaire, mais absolument insuffisante si elle ne s'appuie pas sur une réflexion éthique solide et légitimée par la société. Il est nécessaire d'élaborer une éthique personnelle en lien avec une éthique personnelle et sociale. C'est le rôle des praticiens et des chercheurs, je pense, entre autres. Le rôle est très important puisque dans leur discours et leurs pratiques, ils sont des agents de construction de la norme au même titre que des gens comme vous et moi qui s'intéressons à ces questions. Certaines possibilités technoscientifiques sont acceptables à certaines conditions, c'est évident. Mais tout développement technologique ne constitue pas nécessairement un progrès. Poser la question du progrès dans le contexte des développements scientifiques et technologiques que nous avons abordés, c'est poser la question des fins et des moyens, du sens de la vie humaine, du sens d'avoir un enfant qui construise sa propre vie avec ses limites et ses forces,
du sens d'avoir un enfant librement, sans prédétermination du sexe, de ses caractéristiques physiques ou mentales, ou de ses aptitudes et comportements, pour répondre à des fins spécifiques déterminées par d'autres. Je pense qu'il faut remettre en question la logique du système de recherche, la logique du développement scientifique liée à la recherche et représentée par l'idéologie du progrès scientifique. Nous retrouvons cette rationalité inscrite dans la pratique professionnelle selon laquelle on considère la recherche comme un phénomène incontrôlable. La recherche n'est pas un phénomène incontrôlable et ce n'est pas non plus une évolution naturelle. Je terminerai avec quelques questions provocantes, un petit paragraphe. Le progrès est-il inhérent à la démarche scientifique? L'imbrication de la recherche et de la pratique clinique dans un contexte d'industrialisation du vivant et de forte compétition entre les chercheurs et les institutions de recherche représente-t-elle un avantage? Les comités d'éthique constituent-ils de véritables mécanismes de surveillance? Est-ce que tout est réalisable et doit être réalisé? Est-ce que tout est acceptable? Est-ce que tout est souhaitable? La science a-t-elle tous les droits? Serons-nous plus libres, hommes et femmes, parce que nous pourrons déterminer les caractéristiques de l'enfant à naître selon des normes d'efficacité de performance? Les femmes seront-elles plus libres parce que libérées du fardeau de la grossesse et de la mise au monde? Une culture de la limite est-elle possible et souhaitable? C'est l'être humain qui agit et fait la technoscience. C'est nous qui pouvons intervenir dans l'orientation de la recherche et de la logique de la recherche. On ne peut que souhaiter que la pensée scientifique repense l'univers scientifique et lui redonne le caractère libérateur qu'il a déjà eu. Merci. Conférence, présentée en décembre 1998 à l'Université Laval à Sainte-Foy, est une production de l'Allier. Ne manquez pas la prochaine édition de cette série sur les ondes de Canal Savoir.